Le 1er février 1954. L'abbé Pierre apparaît à la radio. Sa voix tremble de colère et de désespoir. « Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée cette nuit sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. » La France écoute, pétrifiée. L'hiver 1954 n'était pas seulement froid. Il était mortel. Pendant 8 semaines, les températures sont restées en dessous de zéro. Paris a connu -20 degrés. Marseille, -16. La Seine a gelé pour la première fois depuis 1895. Les gens traversaient le fleuve à pied. Des milliers de sans-abri mouraient dans les rues. Et la France, encore fragile de la guerre, a découvert qu'elle n'était pas prête. Pas prête du tout. Cet hiver a révélé nos faiblesses, nos inégalités, notre indifférence. Mais il a aussi réveillé quelque chose de profond dans le cœur des Français. Une solidarité que nous avions oubliée. Ceci est l'histoire de l'hiver qui a failli nous briser, mais qui nous a aussi changés pour toujours. Tout a commencé tranquillement. Janvier 1954 était froid, certes, mais rien d'exceptionnel. Les Parisiens marchaient le long des quais de la Seine, emmitouflés dans leurs manteaux. Les cafés servaient encore en terrasse pour les plus courageux. On parlait de politique, de la guerre en Indochine, des problèmes de logement. Personne n'imaginait ce qui approchait. Le 26 janvier, tout a changé. Une masse d'air arctique a déferlé sur l'Europe depuis la Sibérie. En quelques heures, les températures ont chuté brutalement. Le vent du nord-est balayait la France comme un rasoir glacé. Le froid s'est installé et ne partait plus. Jour après jour, nuit après nuit, les températures restaient sous zéro. Parfois -10, -15, -20 degrés. Paris n'avait pas connu un tel froid depuis un siècle. Les vieux se souvenaient de 1895, quand leurs grands-parents racontaient avoir vu la Seine gelée. Maintenant, ils le voyaient de leurs propres yeux. Une épaisse couche de glace recouvrait le fleuve. Les gens se promenaient dessus, incrédules. Des photographes immortalisaient ce spectacle irréel. Des enfants patinaient là où les péniches auraient dû passer. Mais sous cette beauté glacée se cachait une tragédie. La vie quotidienne est devenue un combat. La plupart des appartements parisiens en 1954 n'avaient pas de chauffage central. Vous dépendiez d'un poêle à charbon ou d'un radiateur électrique si vous aviez de la chance. Les familles se rassemblaient dans une seule pièce, la cuisine généralement, la seule pièce chaude de l'appartement. Le reste se transformait en congélateur. Dans les chambres, la glace se formait à l'intérieur des fenêtres. Une glace épaisse que vous ne pouviez pas voir à travers. Les enfants grattaient des dessins dedans, essayant de laisser entrer un peu de lumière. Se lever le matin demandait du courage. Vous posiez vos vêtements sous les couvertures pendant la nuit pour les réchauffer. Les pantoufles restaient sous les draps. Au moment où vos pieds touchaient le sol, vous le sentiez. Un froid glacial, instantané, qui vous coupait le souffle. Les mères remplissaient des bouillottes et les enroulaient dans des serviettes. Elles allaient dans le lit 1 heure avant vous, réchauffant les draps. Mais au matin, elles étaient froides comme des pierres. Certaines personnes dormaient avec leur manteau, non pas parce qu'elles le voulaient, mais parce que c'était la seule façon de survivre à la nuit. Le poêle à charbon était tout. Sans lui, vous geliez. Les familles passaient des journées entières dans la cuisine, portant tous les pulls qu'elles possédaient, des couvertures sur les épaules, essayant de rester assez près pour sentir la chaleur. La fumée de charbon remplissait les rues. Vous pouviez la sentir partout, cette odeur âcre qui piquait la gorge. Mais le charbon manquait. Les livraisons étaient retardées par la neige et la glace. Les prix montaient. Les pauvres devaient choisir entre manger et se chauffer. Dans les immeubles sans chauffage, les tuyaux gelaient et éclataient. L'eau devenait un luxe.
Les fontaines publiques étaient prises dans la glace. Les gens faisaient fondre de la neige pour avoir de l'eau. Mais la véritable catastrophe était dans les rues. Des milliers de sans-abri vivaient à Paris en 1954. Des hommes qui avaient combattu pendant la guerre. Des familles expulsées de leur logement. Des vieux sans ressources. Des immigrants venus d'Algérie ou du Portugal cherchant du travail. Quand l'hiver s'est abattu, ils n'avaient nulle part où aller. Ils dormaient sous les ponts, dans les stations de métro, dans les cages d'escalier. Ils se recroquevillaient contre les bouches de métro pour sentir un peu de chaleur qui montait. Certains se couvraient de vieux journaux, espérant que le papier les protégerait du froid. Ça ne suffisait pas. Chaque matin, on découvrait des corps. Gelés pendant la nuit. Morts seuls dans les rues de la capitale. Les journaux commençaient à compter. 10 morts. 20. 50. 100. Le chiffre montait jour après jour. Et personne ne faisait rien. Les autorités disaient qu'elles ne pouvaient pas accueillir tout le monde. Les abris étaient pleins. Les hôpitaux débordaient. C'est alors que l'abbé Pierre est intervenu. Pierre Grouet de son vrai nom, prêtre et ancien résistant. Il avait fondé Emmaüs en 1949 pour aider les plus démunis. Il voyait la misère chaque jour. Il voyait les gens mourir de froid. Et le 1er février 1954, à 20h30, il a lancé un appel à la radio. « Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée cette nuit sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, presque nus. Devant l'horreur de cet hiver, tous les centres d'accueil sont combles. » Sa voix tremblait d'émotion et de colère. Il suppliait les Français d'agir, d'ouvrir leurs portes, de donner ce qu'ils pouvaient. Des couvertures, de la nourriture, de l'argent. N'importe quoi pour sauver ceux qui mouraient dans les rues. L'effet a été immédiat et extraordinaire. Dès le lendemain matin, des camions entiers de dons arrivaient à Emmaüs. Des couvertures par milliers. Des manteaux, des pulls, des chaussures. De la nourriture en conserve. De l'argent. Beaucoup d'argent. En quelques jours, des millions de francs ont été collectés. Des familles ouvraient leurs portes pour accueillir des inconnus. Des hôtels offraient des chambres gratuites. Des restaurants servaient des repas chauds sans demander de paiement. La France entière s'est mobilisée. Des bénévoles se relayaient jour et nuit pour distribuer des couvertures dans les rues. Des médecins soignaient gratuitement les engelures et les pneumonies. Des pompiers organisaient des maraudes pour trouver les sans-abri avant qu'il ne soit trop tard. C'était un élan de solidarité que la France n'avait pas connu depuis la Résistance. Mais l'hiver ne relâchait pas sa prise. En province, la situation était parfois pire qu'à Paris. Dans l'est de la France, les températures descendaient à -25, -30 degrés. Des villages entiers étaient coupés du monde par la neige. Les routes disparaissaient sous des congères de plusieurs mètres. Les trains ne circulaient plus. Les lignes téléphoniques tombaient sous le poids de la glace. Les paysans regardaient impuissants leur bétail mourir de froid dans les étables. Les vaches gelaient sur place. Les poules mouraient par milliers. Les réserves de foin gelaient, devenant inutilisables. Les agriculteurs perdaient tout. Des années de travail anéanties en quelques semaines. Les légumes étaient gelés dans le sol. Impossible de les récolter. Les pommes de terre, les carottes, les navets, tout était pris dans la terre gelée comme du béton. Certains agriculteurs utilisaient des marteaux-piqueurs pour extraire leurs légumes. D'autres abandonnaient, sachant que la récolte était perdue. Dans les villes, les problèmes s'accumulaient. L'eau gelait dans les canalisations. Les égouts se bloquaient.
Les ordures s'empilaient dans les rues parce que les camions ne pouvaient pas circuler. Les hôpitaux manquaient de tout. De lits, de médicaments, de charbon pour chauffer les salles. Les malades s'entassaient dans les couloirs. Les vieux mouraient de pneumonie. Les bébés de bronchiolite. Le système de santé, déjà fragile après la guerre, était au bord de l'effondrement. Et puis il y avait les coupures d'électricité. La demande était trop forte. Tout le monde essayait de se chauffer en même temps. Le réseau ne suivait pas. Des quartiers entiers se retrouvaient sans électricité pendant des heures, parfois des jours. Sans électricité, pas de chauffage électrique, pas de lumière, pas de radio. Les familles s'éclairaient à la bougie. Elles cuisinaient sur des réchauds de camping s'ils en avaient. Sinon, elles mangeaient froid. Du pain, du fromage, ce qui se conservait. Les enfants, bien sûr, trouvaient ça merveilleux. Quand les écoles fermaient, et elles ont fermé pendant des semaines dans certaines régions, la neige transformait tout en grande aventure. Les luges sortaient de tous les greniers. Les plateaux de cuisine, les planches à repasser, tout ce qui pouvait glisser était utilisé. Chaque rue avait sa pente pour faire de la luge, défendue comme un territoire. Les batailles de boules de neige duraient toute la journée. Les enfants construisaient des bonhommes de neige plus grands que les adultes. Des forteresses qui ont duré jusqu'en mars. Ils rentraient trempés, gelés, raides, mais souriants. Les parents s'inquiétaient de faire sécher le linge, pas de casque ou d'équipement de sécurité. Les chaussettes en laine fumaient près du poêle. Les gants gelés étaient laissés à dégeler sur le foyer. Et le lendemain matin, ils étaient de nouveau dehors. Finalement, début mars, le froid a commencé à se relâcher. Un flux d'air doux du sud-ouest a atteint la France. Le 6 mars, il n'y avait plus de gel nulle part. La température à Paris a atteint 15 degrés, la plus haute depuis octobre. Les gens sortaient dans les rues, incrédules, sentant le soleil sur leur visage. Mais la fonte des neiges a apporté un nouveau désastre. Le sol était encore gelé en profondeur. Quand la neige a fondu, l'eau n'avait nulle part où aller. Elle a coulé directement dans les rivières déjà gonflées par l'eau de fonte. Et le 10 mars, de fortes pluies ont commencé à tomber sur le nord de la France. C'était catastrophique. Les rivières ont débordé de leurs lits. Des milliers d'hectares de terre ont été inondés. Des milliers de maisons noyées, principalement le long de la Loire et de la Seine. Les villes devenaient des lacs. Les rues se transformaient en rivières. Les gens qui avaient survécu au gel regardaient leurs maisons se remplir d'eau. Tout ce qu'ils avaient sauvé, tout ce qu'ils avaient protégé pendant le froid était emporté. Les inondations ont duré des semaines. Certaines zones sont restées sous l'eau jusqu'en avril. Les terres agricoles étaient ruinées. Les récoltes détruites. L'hiver avait pris plus que quiconque ne l'avait imaginé. Au total, on estime que plus de 150 personnes sont mortes directement du froid cet hiver-là. Mais les conséquences ont été bien plus larges. Des milliers d'autres sont morts de maladies causées par le froid. Des pneumonies, des grippes, des crises cardiaques. L'économie française a souffert énormément. Les récoltes perdues. Le bétail mort. Les usines fermées par manque de charbon ou d'électricité. Mais l'hiver de 1954 a aussi changé quelque chose de fondamental en France. L'appel de l'abbé Pierre a réveillé la conscience sociale du pays. Pour la première fois depuis la guerre, les Français ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas laisser les plus faibles mourir dans l'indifférence. Le mouvement Emmaüs est devenu national, puis international. Des lois ont été votées pour protéger les locataires des expulsions pendant l'hiver. Des foyers d'urgence ont été créés. La solidarité n'était plus seulement un mot, c'était devenu une action. L'hiver 1954 n'a pas été confortable. Il n'a pas été facile. Mais il a été inoubliable.
Vos parents ou grands-parents vous ont-ils parlé de cet hiver? Ou peut-être étiez-vous là vous-même? Quelles histoires vous souvenez-vous? Laissez un commentaire et partagez. Et abonnez-vous pour garder ces mémoires vivantes.